Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation et pour la qualité des présentations précédentes. Je vais essayer d'être au moins aussi bien. Alors, du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler d'un autre versant des enjeux liés à la qualité, c'est celui de son financement. Financement plutôt approché comme un levier, levier d'amélioration des pratiques. Donc, effectivement, IFAC est désormais assez connu, je pense, de l'ensemble des établissements de santé et des acteurs, mais pose aussi un certain nombre de questions, hein, si vous en avez, on pourra bien sûr les aborder. Euh, IFAC a une longue histoire, hein, donc je crois que les premiers travaux c'était vers 2012, associant la DGOS et la Haute Autorité de Santé, hein, qui souhaitaient s'inspirer de ce qui se passait à l'étranger, notamment autour de ces notions de paiement à la performance, avec côté ministère également l'idée de diversifier un petit peu les modes de financement et de ne pas être uniquement sur des financements à la qualité. Grâce à une équipe de recherche notamment, une expérimentation a d'abord été lancée pour co-construire ce modèle d'incitation financière à la qualité, en associant également la TIH. L'expérimentation, elle a eu plusieurs chapitres, deux vagues auprès d'établissements volontaires, hein, c'est toujours ce qu'on fait quand on expérimente, avant d'être généralisée à tous les établissements MCO à partir de janvier 2016. En 2017, on étend la démarche au SSR, puisque ça prend, en tout cas, on sent que ça prend du côté des établissements. Et là encore, il y a toujours cet enjeu de pouvoir constituer un levier financier pour améliorer la qualité. Ma santé 2022, indépendamment d'IFAC, en tout cas, il y a une volonté forte, encore une fois, de sortir du tout des deux A, de diversifier les modes de financement, d'aller justement sur des choses peut-être plus liées au parcours de soins. Je reprends pas ce qui a été dit tout à l'heure, mais en tout cas, c'était vraiment une priorité. À ce moment-là, le dispositif est nettement remanié, on va dire. Il devient un vrai compartiment des modèles de financement des établissements de santé. Là où on était plutôt sur une notion de bonus, là on rentre réellement dans un compartiment dédié à la qualité dans le financement des établissements de santé. On revoit aussi la mécanique, hein, du dispositif. Là où on était sur une forme de score à la qualité, on est maintenant plutôt sur une rémunération à l'indicateur. Et le point important également, IFAC repose, et on y reviendra, hein, sur une notion de comparaison entre établissements. Pour ce faire, on constitue ce qu'on a appelé des groupes de comparaison, on y reviendra, qui permettent justement de pouvoir euh, faire ces comparaisons-là entre établissements qui se ressemblent plus ou moins. Alors, il y aurait peut-être des travaux à affiner sur ce point, mais en tout cas, c'était l'idée. On définit également au sein de la loi des grandes catégories d'indicateurs, hein, qui sont assez larges, hein, qualité perçue par les patients, prise en charge clinique, prévention, même si à ce stade on n'en a pas, coordination de la prise en charge, performance des organisations, qualité de vie au travail, démarche de certification. Euh, alors, IFAC prend beaucoup de place, hein, très clairement, mais n'est pas le seul modèle de financement à la qualité qui est travaillé par le ministère, hein. Donc, il a sa logique propre, hein, donc concernant l'ensemble des établissements de santé, rémunère l'atteinte et la progression, compare les établissements entre eux. On a introduit l'année dernière, toujours dans le cadre des réformes de financement, un compartiment également sur le financement à la qualité dans les services de médecine d'urgence. Alors qui est balbutiant avec des indicateurs, comment dire, qui ont une approche qualité, on va dire, dans une acceptation assez large, hein, puisque à ce stade, on est vraiment uniquement sur la qualité des données recueillies à partir du relevé des passages aux urgences. Mais on souhaite, là encore, progresser, hein, sur les dimensions qualité qu'on pourrait
appliqués dans le modèle. Et le modèle, lui, est uniquement basé sur une comparaison à soi-même. C'est-à-dire qu'on va, on va effectivement se départir de ce qu'on a dans IFAC, d'une comparaison entre établissements. Une approche totalement différente, mais j'aime bien ce sujet, donc j'avais j'avais envie d'en parler, sur les hôpitaux de proximité qui, alors il y en a 28, hein, j'ai vérifié avant de venir en Nouvelle-Aquitaine, qui pour le coup, là encore, hein, dans leur modèle de financement dérogatoire, vont également pouvoir bénéficier d'un complément de financement à la qualité. Mais on va être sur une logique complètement différente, c'est-à-dire que on a quelques éléments de cadrage nationaux. Pour autant, l'idée, d'être vraiment dans une logique contractuelle avec son ARS, de ne pas noyer ces établissements sous plein d'indicateurs, mais d'en choisir entre 2 et 5, très liés à la situation de l'établissement, au contexte territorial, et d'essayer de progresser sur ces éléments-là. Madame Grenier on a parlé, on a aussi, on s'intéresse aussi beaucoup à ce qui se passe sur l'article 51, pour le coup, avec également des modèles de valorisation de la qualité expérimentés actuellement, qui constituent une sorte de laboratoire aussi sur la façon dont on peut justement approcher globalement le financement des acteurs. Et là, on n'est pas uniquement sur les établissements de santé, un petit peu en vie réelle. Donc c'est vrai que c'est des choses extrêmement intéressantes, hein, et je parlais de la responsabilité populationnelle, hein, la FHF justement a intégré 5 groupements dans l'expérimentation IPEP autour d'intéressements dits collectifs. Mais il faut vraiment expérimenter et aller au bout de l'expérimentation pour voir si ça fonctionne. Si on reprend la trajectoire IFAC, donc elle a été effectivement très perturbée, hein, par la crise sanitaire, hein, mais en même temps, elle nous a permis aussi d'en tirer beaucoup d'enseignements. Donc 2020, on gèle le dispositif, on annule la campagne de recueil annuelle puisque les professionnels sont évidemment très mobilisés sur la gestion de crise. 2021, on reprend les travaux, on allège le dispositif, mais on n'a pas du coup nos indicateurs dossiers patients puisqu'ils n'ont pas été recueillis l'année précédente. 2022, alors on essaye de se conformer à nos objectifs initiaux. Je pense que vous n'avez pas vu passer l'arrêté d'application, c'est normal, il n'est pas encore publié. Comment dire, beaucoup de péripéties pour parvenir effectivement à stabiliser le dispositif en 2022. La HAS, on a aussi parlé tout à l'heure, un avis pas très positif sur le sujet, et en tout cas, on prend plutôt comme une incitation à améliorer le dispositif. On va l'entendre comme ça, et on y travaillera bien sûr. On travaillera bien sûr sur les recommandations émises. Néanmoins, j'espère que vous l'avez tous vu passer. Les fédérations ont fait passer un courrier d'information qui reprend tous les indicateurs et les modalités de recueil. Peut-être sur 2022, donc, alors, on a effectivement un montée de marche, puisqu'on est aujourd'hui à 700 millions d'euros dédiés au dispositif. Ce qui a évolué par rapport à l'année dernière et les années précédentes, bah, c'est qu'on a pu justement réintégrer nos dossiers, nos indicateurs dossiers patients, une extension des sujets expérience patient au SSR grâce à I7 ISSR. Le déploiement d'indicateurs numériques. Alors là aussi, ça a posé pas mal de questions. Est-ce que le numérique est réellement un indicateur de qualité? On a plutôt vu ça, et ça a été dit tout à l'heure un petit peu sur le DMP, comme un moyen d'améliorer la qualité. Enfin, il y a eu cette discussion que je ne vais pas reprendre, hein, sur notamment la qualité de la lettre de liaison. Les indicateurs numériques dans le dispositif financier ont moins de poids, hein, que d'autres indicateurs plus consensuels, ou en tout cas plus liés directement à la qualité. On a également pas mal travaillé aussi sur la façon dont on
prenez en compte la nouvelle procédure de certification, puisque désormais dans IFAC, les deux vont cohabiter le temps de passer à la V20. Ça a été dit également, une période de recueil aussi qui a été étendue du fait des contraintes de cette année. L'évolution importante du modèle cette année, c'est qu'on va accorder plus d'importance à l'évolution, ou en tout cas un poids plus équilibré entre atteinte des indicateurs et évolution. Là où jusqu'ici on était à 40% pour l'évolution versus 60% pour l'atteinte, avec vraiment cette idée-là d'encourager plutôt la progression et l'incitation. Nouveauté également, cette année, on introduit IFAC sur le champ de la psychiatrie, qui encore une fois s'insère également dans une réforme de financement que vous connaissez sur le modèle de la psychiatrie. C'est une application qu'on souhaite relativement neutre d'un point de vue financier. L'idée, c'est de commencer à enclencher la démarche aussi auprès des établissements. Là, on vous a remis une photo des indicateurs IFAC 22. Alors, j'en ai une ou pas, mais j'aurais peut-être dû la mettre, où il y a à chaque fois que c'est des indicateurs HS, il y a le petit logo, mais j'ai pas repris celle-là pour pas trop charger. Donc, beaucoup d'indicateurs, effectivement, qui sont produits par la HS, à la fois évidemment sur la satisfaction, sur les dossiers patients également, et c'est vraiment un point aussi un élément qui nous intéresse beaucoup sur les bases automatisables, et Sandrine a évoqué tout à l'heure les indicateurs liés à la chirurgie. On introduit sur la psychiatrie un indicateur sur la mesure des séjours longs qui a été produit par la TIH. Donc là encore, nouvel opérateur aussi dans la production IFAC. Et on a dit les indicateurs numériques. Je reviens rapidement peut-être sur la logique de financement des IFAC. Donc, comme je l'ai dit, on raisonne par groupe de comparaison, donc en fonction du volume et de l'activité. On a donc notre montant national IFAC qu'on va répartir entre chaque groupe en fonction du volume économique que représentent les établissements qui le constituent. Et dans chaque enveloppe de groupe va être distribuée donc en fonction des résultats comparés à ceux des résultats des autres établissements. Peut-être si je vais passer rapidement sur cette diapo, puisqu'en plus je crois qu'on a pris un petit peu de retard. On a, et je pense que j'anticipe aussi peut-être une des remarques sur la complexité du dispositif et son manque de lisibilité. Voilà, il faut vraiment qu'on s'améliore sur le sujet. Il y a plusieurs logiques de financement en fonction de la nature de l'indicateur et de son antériorité dans le dispositif. Quand on peut observer une évolution, on a effectivement cette double rémunération atteinte-évolution, où là encore, on va, au niveau de l'atteinte, on va rémunérer les 70 établissements, en gros les meilleurs par rapport aux résultats de l'indicateur. Lorsqu'on n'a pas cette possibilité de valoriser l'évolution, donc seule l'atteinte va être valorisée, la certification est très à part, avec des modalités spécifiques. Et les indicateurs de chirurgie sont, eux, rémunérés selon un résultat attendu, donc dit ratio normalisé. J'espère qu'il n'y aura pas trop de questions sur ce dernier point parce que je ne maîtrise pas totalement. Voilà. Peut-être juste aussi une petite diapo sur les indicateurs psy et la façon dont on a constitué les groupes. Donc là encore, on s'est bien sûr appuyé sur ce qui était déjà existant, enfin ce qui venait d'être produit par l'HAS, et donc comme je disais aussi un indicateur produit par l'ATI sur les séjours longs. Et les établissements de santé mentale, comme tous les autres, émergent aussi à ce qu'on appelle un peu les thématiques transversales, c'est-à-dire les indicateurs qui en gros valent pour tout établissement. Alors, donc, indépendamment de notre publication non tardive de l'arrêté, on est bien sûr en cours de discussion partenariale sur l'évolution du dispositif, avec ce qui a toujours été le cas. IFAC a toujours été de toute façon revu, adapté, challengé, on va dire.
Ce qui, je pense, fait consensus, hein, mais je laisserai peut-être mes collègues s'exprimer, c'est la nécessité d'être davantage sur une vision pluriannuelle de ce qu'on attend dans IFAC. On a beaucoup de remarques tout à fait légitimes, hein, sur le fait que on donne les règles du jeu très tard. Ce qui, évidemment, pour des établissements, n'en font pas suffisamment un levier d'amélioration de la pratique. Et peut-être, mais là encore, on n'a pas ce type de résultat, valorise déjà les bons, sans suffisamment encourager ceux qui pourraient progresser. L'impact en plus financier n'étant pas neutre, effectivement, c'est vraiment un point sur lequel il faut qu'on travaille collectivement. Assurer aussi une cohérence, hein, et je pense que ça a été dit aussi juste avant sur ce qu'on souhaite porter dans IFAC et comment tout ça s'inscrit aussi, alors d'une part, dans une politique globale d'amélioration de la qualité, portée par plusieurs institutions, mais dont beaucoup d'objectifs, je pense, convergent, mais il y a vraiment ce sujet-là. Et là encore, de ne pas créer des dispositifs concurrents, hein, sur ces sujets-là. On a aussi, puisqu'on sait que beaucoup de choses évidemment sont réalisées aussi par les régions, ce souci-là de pouvoir intégrer IFAC aussi peut-être dans des visions plus territoriales. Gros sujet qui justement fait l'objet de pas mal de discussions avec l'HAS, notamment sur les modalités de recueil, hein, c'est évidemment les contraintes que font peser un dispositif comme IFAC en termes de charge de travail. Donc beaucoup de discussions et d'axes d'amélioration identifiés. C'est un dispositif qu'on travaille très étroitement avec les fédérations hospitalières, hein. Il n'y a pas toujours de consensus, mais on essaye, il n'y en a même jamais, mais on essaye quand même d'en trouver. Mais en tout cas, autour, je pense, de ces axes-là, je pense, sont très consensuels en tout cas. Peut-être juste sans vouloir être trop longue, hein, peut-être juste là sur les pistes d'indicateurs qui, encore une fois, ne résument pas totalement la philosophie du dispositif, hein, mais qui nécessitent qu'on les anticipe, qu'on les anticipe assez tôt, puisque c'est beaucoup de travail, hein. Sur le champ de la psychiatrie, alors il y a déjà des travaux qui sont engagés sur ce qu'on appelait le taux de suivi à 15 jours suite à une hospitalisation, hein. L'idée, c'est de pouvoir s'assurer qu'il y a bien eu un suivi du patient à sa sortie. Un autre indicateur qui concerne plus la pratique ambulatoire, alors c'est le ratio normalisé ambulatoire, hein, notamment qui valorise justement la prise en charge ambulatoire des établissements. Beaucoup de travaux, évidemment, pour ajuster cet indicateur-là à la réalité des pratiques et voire du contexte territorial aussi dans lequel évolue l'établissement. Sur la prévention, Sandrine en a parlé, il y a effectivement, on regarde avec attention si l'indicateur tabac pourrait être suffisamment robuste pour intégrer IFAC. On s'intéresse également à la consommation d'antibiotiques, pour le coup. Proposition de la CNAM qu'on accueille très favorablement, mais qui va nécessiter un petit peu de travail. On en a parlé vendredi avec les partenaires, et plutôt, là encore une fois, pour s'intéresser davantage à la qualité des parcours. Donc, un sujet insuffisance cardiaque, pour le coup. Sur le numérique, toujours en lien avec les feuilles de route Ségur. Alors, on ne sait pas encore si c'est... là, ce que je vous dis, c'est pas forcément du 2023, c'est même vraisemblablement pour aucun du 2023, hein, mais c'est plutôt autour de la messagerie sécurisée. Et là encore, on souhaitait aussi enrichir les dimensions SSR et HAD qui, pour le coup, ont relativement peu d'indicateurs, ou sur soit des chutes ou autres. Mais c'est encore vraiment des perspectives à ce stade, mais en tout cas, pas mal de pistes de réflexion. Et effectivement, dès lors qu'on stabilise des indicateurs, il faut également réfléchir à son bon modèle de rémunération. Et on l'a vu, il y a plusieurs façons de prendre les choses. Ce sera juste peut-être oui, ce sera la dernière diapo. Je crois que la dernière vous remercie de votre attention, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est là, évidemment, la pédagogie du dispositif à renforcer. On en a tout à fait conscience, hein. On a tout de même cette année, alors quand je dis on, c'est surtout la TIH, pu produire des maquettes de restitution qui nous semblaient assez intéressantes en termes d'outils pour les établissements. Alors malheureusement, effectivement, c'est du ex post, hein, mais ça permet tout de même de voir où l'établissement se situe
notamment par rapport aux établissements du même groupe de comparaison. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer ce type d'outils, là encore, pour favoriser l'appropriation du dispositif et peut-être enclencher des dynamiques. Ce qu'on vous a aussi brièvement là présenté sur IFAC 22, notamment ce qui sera contenu dans l'arrêté qui est assez costaud. C'est en préparation un petit guide d'appropriation, en tout cas qui là encore reprend les indicateurs, les modalités de valorisation. Tout ça, bien sûr, en lien avec les partenaires institutionnels, hein, évidemment, et une association également des ARS qu'on souhaite beaucoup plus restaurer qu'elle n'est actuellement. C'est vrai qu'IFAC est un dispositif assez descendant à ce stade, hein, et on a d'ores et déjà enclenché avec des régions volontaires des séries d'échanges en fait qui vont là encore nous permettre aussi de mieux comprendre la réalité des établissements dans la conception des dispositifs. Et ce que j'évoquais également tout à l'heure, le souhait de mettre en cohérence les initiatives régionales et celles du ministère. Je vais m'arrêter là, je pense qu'on a dépassé le temps. Ah, quoique, c'est pas mal, ça va. Bon. Non, Et laisser la place aux questions. non, c'est pas mal. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Alors, sur le chat, pas de questions dans la salle? Si, Amancio. Oui, j'ai juste une remarque par rapport à ce qu'on a évoqué sur l'arrêté. Bien évidemment, donc le collège de la HAS, je vous l'ai exprimé, hein, a émis un avis négatif. Croyez bien que la HAS est pour l'incitation à la qualité et à la sécurité des soins. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît indispensable. Qu'il faut effectivement continuer à avoir des indicateurs de qualité. Donc ça, c'est évidemment important et que bien évidemment, je voulais vous rassurer, on continuera à travailler ensemble avec les fédérations, avec les ARS pour qu'on puisse trouver le meilleur modèle possible pour tous. Merci. Bonjour, je me permets de poser une question à la fois en tant que soignante et en tant que médecin qui analyse notamment les événements indésirables graves. À votre sens, qui doit collecter ces données? Par exemple, dans un établissement psychiatrique, qui va collecter les données sur les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques? Dans un établissement de santé sanitaire, qui va pouvoir faire tout ce recueil, sachant que les soignants sont en tension extrême? Je vais répondre, parce qu'il Je peut y pense qu'on avoir parle plusieurs personnes. je pense qu'on parle des IQS, des indicateurs de qualité de sécurité des soins en temps plein. L'audit de dossier, il doit être fait, enfin, il est fait sous contrôle du DIM. Il est souvent fait. L'idée, c'est d'avoir un médecin, infirmier, cadre infirmier qui connaissent notamment la structuration du dossier. Les éléments somatiques sont normalement dans une partie bien identifiée du dossier patient en psychiatrie, qui est plutôt bien tenue vu les indicateurs qu'on a vus dans le passé, parce que c'est pas les premiers indicateurs dossier patient qui sont en psychiatrie. Et donc, le recueil de données, il doit être fait par des gens qui sont habitués à l'audit de dossier, parce que sinon, on peut avoir des défauts de recueil. Mais je dirais que toute personne habilitée au dossier et par rapport à ce que met en place l'établissement peut le faire. Enfin, un médecin psychiatre peut le faire. S'il y a un dossier, il ne faut pas exagérer. Et par contre, la question qui est souvent posée par les établissements, c'est de dire oui, mais on n'est pas en responsabilité. Enfin, ce sont des éléments somatiques, on n'est pas dans la psychiatrie. Mais un patient qui arrive en psychiatrie, et moi je relate juste les termes du groupe de travail, qui était composé de psychiatres notamment, il faut le voir sur le plan somatique, ça peut conditionner beaucoup de choses sur sa maladie psychiatrique, et on a une perte de chance de vie des patients en psychiatrie qui est de 10, enfin même je crois que c'est 15 ans par rapport à la population générale par ce défaut-là. Donc, comme ce sont des patients qui sont, c'est particulier comme pathologie, ils ont des problèmes de parcours de prise en charge, quand ils arrivent à l'hôpital, c'est comme ça que sont faites les recours à l'hôpital.
un établissement de santé, il doit y avoir un bilan somatique et l'établissement doit s'organiser là-dessus. Et donc, ce qu'on nous, on demande, ce sont des évaluations, on va dire, de base, notamment parce que les traitements pris par ces patients-là exposent notamment le cœur à des risques non négligeables. Donc, d'un point de vue audit, ça ne change pas d'un audit MCO ou SSR. C'est les gens qui sont formés à de l'audit, c'est mieux. Et avec des soignants du secteur, parce que ça permet de dire où est-ce qu'on a mis l'info. Et voilà. Après, le problème de charge, de personnel pour auditer les dossiers se pose n'importe où. Et effectivement, c'est un sujet que la Haute Autorité de Santé a pris en charge, notamment avec cette histoire du biennal. On ne peut pas demander aux établissements de faire l'audit. Alors, donc, je crois qu'au national, on est à 360 000 dossiers analysés, là, ce qui est énorme. Il faut que ce soit exploité à fond. Et donc, d'où cette nécessité d'être sur un recueil tous les 2 ans pour une bonne exploitation. Et dans l'exploitation, c'est aussi pour avoir le temps de regarder quels sont les plans d'action pour améliorer si on en met en place. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une requête en tant que président de CME. C'est que je pense que on est tous d'accord sur le financement à la qualité. Je crois que ça, c'est un facteur d'amélioration évident. La problématique, souvent, c'est comment c'est analysé, retombé dans les hôpitaux. Moi, je dirais, et ceci vient peut-être aussi d'une problématique à la base. C'est que moi, je regrette personnellement, et au nom de la conférence des présidents de CEM au niveau national, et je suis au bureau, c'est que les conférences ne soient pas associées vraiment justement à cette réflexion sur les IFAC, ce qui permettrait quand même d'avoir peut-être un positionnement médical un petit peu différent. En particulier, je ne cache pas que dans le cas des positionnements, on a tous défendu l'idée qu'il faut effectivement financer quand il y a une amélioration des soins et quand un objectif est attendu et arrivé, je dirais, ça se paraît évident. Par contre, effectivement, j'avoue que aussi en tant que président de CME, j'ai du mal à comprendre pourquoi certains établissements ne prendraient que les 70% meilleurs et pas tout le monde. Et ça, c'est pas forcément non plus incitatif pour les hôpitaux à faire cette démarche, car ça a été dit, hein, si on veut faire les démarches et les faire comme il faut, ça demande du temps soignant, ça demande de l'implication soignante, et c'est bien qu'il y ait une retombée financière qui soit palpable. J'ai devant moi une directrice des finances que je connais et qui est en retour sur investissement. Et plus il y aura un meilleur retour sur investissement, mieux on pourra continuer. Voilà un petit peu les 2 remarques que je dirais. Puis une ou 2 remarques peut-être en boutade. Je sais qu'on a déjà posé à une autre réunion. J'ai du mal à penser que les indicateurs numériques soient des vrais indicateurs qualité, puisque ça, on ne les maîtrise pas du tout, mais ça, c'est entre nous, quoi. Merci en tout cas pour cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui? Ou questions? Merci. Responsable qualité. Bon. Moi, j'ai un souci avec l'indicateur vaccination grippale. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'infirmer ce que je dis parce que j'ai peut-être pas très bien compris. C'est un indicateur composite, hein, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, qui demande certaines questions, notamment sur les dispositifs que l'établissement met en place pour susciter la vaccination de nos professionnels, un référent, des séances d'information, les freins à la vaccination, enfin bon, un certain nombre de choses. Et puis finalement, cet indicateur n'est calculé que sur la base de la SAE et sur le taux de nos professionnels vaccinés, sans tenir compte, me semble-t-il, hein, mais vous allez peut-être aller à l'encontre de ce que j'avance, sans tenir compte de tous les dispositifs incitatifs que nous nous efforçons de mettre en place. Alors, il y a les données qui sont collectées pour l'indicateur, donc je vais en discuter avec ma collègue pour que ce soit plus clair, mais ce sont effectivement le nombre de professionnels vaccinés et on vous demande par catégorie pour pouvoir vous rendre ensuite vos taux de professionnels vaccinés par catégorie. On utilise la SAE pour calculer le taux et on a un questionnaire établissement où on vous pose des questions sur vos démarches pour pouvoir ensuite
alimenter le débat, notamment institutionnel, sur ce qui est fait, et aussi vous remonter de l'information sur ce qui peut être mis au national. C'est que de la donnée descriptive. C'est absolument pas, ça ne rentre pas dans le calcul de l'indicateur. Après, il y a on a pas mal d'indicateurs sur lesquels on a des questionnaires établissements en plus qui sont là pour nous donner de la matière et pouvoir échanger et voir aussi ce qu'on pourrait mettre comme soit comme action de modification de l'indicateur quand on est en expérimentation, ou en données d'exploration. Sur un tout autre sujet, par exemple, quand on faisait les indicateurs sur l'AVC en MCO, on demandait s'il y avait une UNV. C'était pour pouvoir mettre en perspective aussi le nombre de dossiers qui auraient pu être pris dans des établissements qui avaient une UNV et pouvoir expliquer la prise en charge qu'on pouvait catégoriser en qualité ou pas. Et donc l'indicateur vaccination qui va être déployé, c'est bien le nombre de professionnels vaccinés divisé par le nombre de professionnels déclarés dans la SAE. Et à côté, on a ce questionnaire qui, des fois, est un peu long, mais c'est un vrai débat en interne. Mais c'est vrai que ma collègue hygiéniste veut remonter l'information. C'est la même chose sur ICHA. Enfin, on essaie de pouvoir caractériser. Et aussi, comme on est en échange avec Santé publique France et la SF2H et tous les organismes, de pouvoir leur remonter du terrain de l'information qui, on espère, n'est pas collectée à côté. Voilà. Bonjour à tous. Donc, on a fait une enquête sur indicateurs et les usages des indicateurs et les usages surtout du financement et les modes de recueil. Donc, cette enquête, elle a été envoyée au mois d'août et puis il y a une relance en septembre. Elle a été envoyée à l'ensemble des établissements de Nouvelle-Aquitaine, les adhérents, les non-adhérents du CK. Et 544 personnes ont été donc contactées. Il y a eu un mailing pour 544 personnes. Il y a eu 60 clics, donc 60 ouvertures du questionnaire. Et en fait, 35 répondants au total. La majorité étaient des directeurs et des responsables qualité, et puis sur les 3 sortes d'établissements de santé. Alors donc 35 répondants sur 544, on va pas faire des statistiques dessus. Ce que je vous présente, c'est plutôt des résultats qui représentent une tendance et des gens qui ont bien voulu répondre. Donc c'est important aussi de retracer ce qu'ils ont bien voulu nous rapporter. Alors, cette présentation, elle va se faire en 2 parties. La première partie, c'est l'allocation du budget IFAC 2021 et donc son utilisation. Et la deuxième partie, c'est le recueil pour les indicateurs QSS 2022. Alors, on avait donc... je suis dans les temps, donc je vais y aller. On avait demandé, est-ce qu'il existe une stratégie ou des règles d'utilisation de l'IFAC dans votre établissement? Donc, majoritairement, je n'ai pas mis les chiffres, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, mais majoritairement, les réponses étaient non, il n'y a pas de stratégie. Ou alors, on avait aussi des non-réponses, mais vraiment le plus petit nombre, eh bien, c'était les oui, de l'ordre de moins de 10. Donc, les critères d'intéressement financier, ils sont discutés avec les pôles médicaux et médico-techniques. Et puis, s'il y a allocation d'un budget, eh bien, il peut être délégué ou pas donc à ces pôles, par exemple. Est-ce qu'il y a un travail commun entre la direction financière et la direction qualité dans votre établissement pour cette gestion, cette allocation? Eh bien, majoritairement, les réponses étaient négatives. Non, il n'y a pas de travail en commun. Et s'il y avait un travail en commun, eh bien, c'était plutôt sur la suivi du budget. Éventuellement sur le choix des achats aussi, avec un choix de concert pour certains matériels. Et également, quels étaient les indicateurs à faire entrer dans le contrat de pôle pour pouvoir bénéficier donc de cette allocation aux IFAC s'il y avait dotation budgétaire, allocation budgétaire.
Alors, je vais reprendre les éléments, certains éléments qui ont déjà été discutés tout à l'heure, ou certaines remarques qui ont été faites. Donc, quelles sont les instances qui sont consultées pour la distribution de l'enveloppe IFAC? Eh bien, principalement, c'est la CME, mais parce que les autres, c'était vraiment, enfin, les réponses n'étaient pas là. Donc, celles qui ont été données, c'est pour la CME, mais il n'y en avait que 8. Et puis l'utilisation, c'est principalement pour du matériel, éventuellement de la formation, du conseil, de l'accompagnement, du recrutement. Donc on est vraiment sur des petites unités. Il y avait une question aussi sur les primes, et là, personne n'avait répondu, donc 0. Troisième partie, c'était des commentaires. Alors, les commentaires, ils ont été sur l'absence de gestion institutionnelle, sur l'opacité de la dépense de ce budget. La question sur, du coup, quelles sont les dépenses qui sont fléchées à l'IFAC? Et puis, on va revenir dessus tout à l'heure, mais quelles sont les dépenses qu'on pourrait flécher? Donc, pourquoi on peut pas, on va y revenir. La motivation de la communauté médicale. Bon, alors, dans un contexte qui est difficile, hein, donc est-ce que vraiment ce recueil est bien adapté, normalement, notamment en termes de rythme, mais aussi une difficulté à motiver et des réponses ont été données en citant nommément la CME. Donc, il y a aussi des réflexions qui existent dans certains établissements qui sont menées entre la direction des affaires financières et la direction qualité pour la redistribution aux services. Donc, elles n'existent pas actuellement, mais les réflexions sont en cours. Des remarques qui ont été faites sur le fait que on peut considérer que ce ne sont pas des recettes supplémentaires, mais que l'on craint fort que cela devienne une substitution progressive aux recettes d'activité. Et enfin, une remarque sur le fait que lorsque l'on reçoit une population très âgée, eh bien, cette population très âgée, ou même moyennement âgée, n'a pas d'adresse mail. Donc, c'est une perte de chance pour le recueil d'ISATIS notamment. Alors, deuxième partie, concernant la campagne de recueil 2022 des IQSS. Alors, on en parlait il n'y a pas longtemps. Qui est mobilisé pour le recueil? Alors, les plus nombreux, donc, c'est les équipes qualité et les DIM. Alors, ça ne veut pas dire que, par exemple, les DIM sont mobilisés pour l'ensemble du recueil de tous les indicateurs, mais en tout cas pour ceux qui sont dans les bases, bien sûr. Et puis, et c'était des réponses quand même assez importantes, l'encadrement, équipe médicale et paramédicale. Alors, on a été étonné sur le résultat des indicateurs optionnels, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne partie quand même des établissements qui répondaient recueillir des indicateurs optionnels, et bon, à peu près la moitié, sur des indicateurs en cours d'expérimentation. Ces résultats, ils sont comparés entre eux par les établissements. Donc, sur les 21 établissements qui ont répondu ou faire un traitement comparatif des données, la plus grand nombre des indicateurs qui sont comparés, c'est avec les autres indicateurs internes. Voilà. Sur les indicateurs externes, très peu. Et un peu moins de la moitié sur le croisement entre IQDSS issus d'ISATIS et les données médicales dans les bases de l'établissement. Alors, la question était, avec l'allocation, avec les résultats que vous avez eus et éventuellement l'allocation budgétaire, quelles sont les actions d'amélioration que vous avez mis en place? Eh bien, on a été frappé par le fait que, en fait, toutes les actions d'amélioration qui ont été faites, en fait, elles étaient au regard de l'amélioration du recueil. C'est-à-dire que on n'essaye pas de mettre en place des actions d'amélioration pour améliorer les résultats, qui est quand même le principe du résultat de l'indicateur, mais en fait, c'est pour pouvoir bénéficier la fois d'après d'un recueil qui correspondra plus à ce qui est demandé.
Donc, ça a été toutes les actions qu'on nous a citées étaient la modification du DPI. Donc, tout à l'heure, on parlait de compartiments budgétaires. Là, on sent bien que moi, je parlerai de centre de gravité sur lequel tout doit tourner autour. Donc, alors, ça a été très variable. Enfin, les réponses étaient très variées. La traçabilité de la douleur, toutes les pratiques, l'intégration de nouveaux items pour la lettre de liaison. Donc, toujours cette lettre de liaison, c'est bien aussi, hein. Alors, on nous a cité protocole AVC. Pour la sortie ambulatoire, mettre le score de Chung. Harmoniser la trame pour avoir quelque chose d'homogène dans tous les services de l'établissement. Le fait de mettre également, de pouvoir insérer ou de pouvoir cocher que on avait bien voulu remettre la lettre au patient, mais que le patient avait refusé de la prendre de la prendre avec lui pour la sortie, enfin, etc., etc. Voilà. Donc tout ça qui n'existe pas dans le DPI, eh ben, il a fallu le mettre. L'amélioration du recueil des informations cliniques sur le patient à l'entrée, donc ça rentre bien dans ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'il était nécessaire d'avoir à l'entrée. Alors, les actions d'amélioration, ça a été aussi des interventions en CME. Le fait que lorsqu'il y avait un nouveau médecin qui arrivait, eh bien, on le briefait sur la lettre de liaison et on le briefait de concert avec les secrétaires médicales. En Chirambu, ça a été la mise en place de l'appel ou du SMS du lendemain. Et puis, il y avait une question aussi sur, enfin une réponse sur l'indicateur sur la consommation de solutions hydroalcooliques. Eh bien, la réponse a été, en action d'amélioration, il va falloir qu'on augmente notre consommation. Voilà. Donc, c'est un peu brut comme réponse. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, en fait. Alors, on a demandé aussi des remarques libres. Donc, je ne reviens pas sur l'adhésion médicale. Un établissement a répondu, normalement, ça devrait être un axe fort d'amélioration. Faudrait associer tous les professionnels de terrain, surtout les médecins, et puis faire des choix collectifs sur les indicateurs apportés, les indicateurs les plus pertinents dans notre pratique, sur la qualité, etc. Tout ça, c'est des choix. C'est important de les faire ensemble. C'est ce qu'il faudrait faire. Alors, en plutôt négatif, c'est un recueil très chronophage, en particulier avec les nouveaux IQSS AVC et PSI. On nous a parlé donc d'un intérêt restreint en SSR et d'un recueil très lourd. On nous a parlé de 80 dossiers au lieu de 30. Donc la question dont on parlait tout à l'heure, la réflexion qu'on faisait tout à l'heure sur la pertinence des IQSS en psy avec tout ce qui tournait autour du somatique. Mais moi, je me souviens d'une certaine époque où on demandait, oui, mais en psy, il n'y a pas de somatique et il faudrait qu'il y en ait. C'est important aussi. Les grandes questions, c'était pourquoi les indicateurs et les règles d'attribution sont connus en fin d'exercice? Pourquoi est-ce que ce n'est pas au début? Le rythme de recueil et l'évolution annuelle du cahier des charges. Donc tout ça, c'est sur 1 an. Alors, et en plus, le recueil, il est sur l'année N-1. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas informer les établissements des modifications des recueils, du mode de recueil, des items à recueillir, leur laisser le temps pour améliorer donc ce recueil et s'approprier les résultats. Parce que là, comme on montrait dans la diapo une des diapos précédentes, ce qu'on voit, c'est les actions d'amélioration, elles portent sur les modes de recueil, mais elles ne portent pas sur les résultats. Et une question, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas prendre en compte les changements d'items qu'il y a à recueillir dans les indicateurs la première année, éventuellement si on passait sur une deuxième année? Alors, les questions qui subsistent, ça c'est les questions que nous posons, que je pose moi, après avoir remouliné tout ça. C'est pourquoi ce rythme annuel de recueil et de modification des items, pourquoi introduction de nouveaux IQSS tout le temps. C'est ce que voilà, le rythme est trop élevé.
donc la charge de travail, la possibilité d'appropriation des résultats par les équipes, donc tout ça, on en a parlé, les liens avec la qualité. Est-ce que les questions, c'était est-ce que le résultat des indicateurs, c'est un reflet de la qualité des soins ou c'est le manque de robustesse et de fiabilité de certains indicateurs? Voilà, c'est ça la question en fait. C'est les questions que se posent les gens. Et ensuite, sur le financement lui-même, l'absence de dotation, on nous a parlé d'un bonus, mais en fait, ceux qui n'en ont pas, est-ce que c'est un malus? Parce que si le financement devient pérenne, si c'est un compartiment pérenne, est-ce que ça devient un malus, etc. Et comment encourager les établissements moins bons à améliorer la qualité des soins si on leur enlève du budget? Voilà. Et toujours la question qui reste en suspens, c'est la transparence de l'utilisation des budgets IPSAC au sein des établissements de santé. Voilà, je vous remercie. Merci, merci. On est un petit peu en retard. Mais s'il y a une question, sinon, je vous propose qu'éventuellement, on puisse discuter de ces résultats sur la table ronde. Merci à tous les participants. Bon, écoutez, je donne la main à Catherine et à, je suis perdu, à Cécile Moreto. Bon, comme vous avez vu, j'ai pressé Anne-Marie, donc toutes mes excuses Anne-Marie pour mon peu de délicatesse, mais merci de ta présentation. Donc, dernière partie de ce séminaire, une table ronde donc, que l'on a préparée en essayant d'avoir une représentation des différents types d'établissements adhérents du CK et différents profils et fonctions. Voilà. Et donc, avec Cécile, nous avons donc construit ces questions que nous avons proposées aux participants de la table ronde pour bien sûr qu'ils puissent y réfléchir. Donc, nous sommes dans un direct préparé, bien sûr. Donc, Cécile, on va se relayer pour poser les questions. Je vais commencer par la première question qui s'adresse au docteur Percosta de l'ARS, madame. Vous l'avez un petit peu évoqué lors de votre introduction, et revenir peut-être sur l'ensemble des dispositifs et leur complémentarité dans les financements à la qualité mis en œuvre par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc, je vais rebondir sur votre question. On a déjà évoqué l'enveloppe nationale, hein, qui est énorme, hein, sur l'IFAC, qui après est territorialisée. Et évidemment, après, il appartient à chaque ARS de déployer un programme régional sur le sujet. Et en ARS Nouvelle-Aquitaine, on mobilise annuellement le FIR, hein, ce fameux fonds d'intervention, dans le cadre de notre stratégie régionale de santé. Et on finance ainsi par cet intermédiaire le CEPOM du CK, hein, par exemple, qui travaille de concert et très très près pour accompagner les établissements et faire que les IFAC ne soient plus une zone obscure et que les IQSS puissent progresser. Je répondrai ensuite à une autre question qui ira dans le même sens. Nous avons des objectifs dans le cadre de notre programme régional de santé. Vous savez, chaque ARS a un PRS et la qualité est pour nous extrêmement prégnante. Alors, on sollicite le CK, on sollicite aussi d'autres structures, sachez-le. On travaille selon les thématiques qu'il faut accompagner avec l'OMEDIT, hein, par exemple, dès qu'on touche à la prise en charge médicamenteuse, avec le CEPIAS pour la prévention et la gestion du risque d'infection. Voilà. Et donc, nous, on a renouvelé pour la période 2023-2027 le CEPOM avec le CK. Ça concerne quoi? Ce que je viens d'évoquer, de travailler sur les indicateurs de qualité et de sécurité des soins, ces fameux IQSS et donc le dispositif IFAC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire former des professionnels ainsi que des communautés de pratique, hein, travailler sur des communautés de pratique ou encore des rencontres régionales ou webinaires comme aujourd'hui. Hein, ça fait exactement partie de cet objectif-là. Et c'est autant d'actions que l'ARS porte. Et ce qui est important aussi, c'est que nous co-construisons tout cela.
On ne travaille pas tout seul, on travaille avec le CK, on travaille avec les professionnels de santé. Et l'idée, c'est d'avancer ensemble. Et moi, j'ai la chance de piloter 3 équipes qui sont complètement là-dedans au quotidien. L'équipe performance qui est en partie présente dans la salle et qui travaille sur ce FIR, sur ces sous qui sont alloués. Une autre équipe qui est sur le numérique en santé et qui travaille sur les indicateurs. Et moi, je ne rejoins pas tout à fait ce qui a été dit. Je pense que les 2 indicateurs sur le numérique en santé sont des indicateurs de qualité. Pourquoi? Parce que si on renseigne un DMP à l'issue d'une hospitalisation, on participe au parcours du patient et le médecin traitant, quand il réceptionne son patient, quand il est rentré à la maison et qu'il peut consulter la lettre de sortie dans le DMP, ben pour lui, c'est un sacré plus. Voilà, je sais que l'assurance maladie travaille aussi là-dessus, mais nous aussi. Et utiliser les messageries de santé sécurisées, qui est un autre indicateur IFAC sur le numérique, ça a du sens aussi. Alors oui, le grand âge, il n'a pas forcément de boîte mail, mais il ne faut pas forcément conclure que parce qu'on est âgé, on est en fracture numérique. C'est faux, hein, les stats montrent le contraire. Donc, et mon 3e pôle, qui travaille sur l'efficience et la pertinence des soins, le pôle PEPS, on l'appelle chez moi, est complètement sur les parcours. Donc voilà, juste dire, et je suppose que ce n'est pas spécifique à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, les ARS sont dedans au quotidien et on travaille sur ces sujets-là. Il n'y a pas que les sous derrière, il y a aussi des hommes et des femmes qui phosphorent et qui réfléchissent. Merci, Madame Percosta. Cécile? Alors moi, je vais avoir une petite question pour Madame Sophie Zamaron, qui est donc directrice des affaires financières au CH de Libourne. L'IFAC est-elle un élément structurant du budget dans l'établissement et quelle gestion mettez-vous en œuvre à ce sujet? Alors, je vais rebondir sur ce qui a été dit aussi à travers le questionnaire. Et ça fait écho aussi à l'interpellation de Monsieur Faucheux tout à l'heure. D'abord, le virage sur IFAC, vous l'avez vu, c'est 2016 hein, où finalement on a choisi d'en faire un mode de financement des établissements. Donc c'est bien le cas, c'est-à-dire qu'avant cette date-là, c'était un financement en plus. D'où des discussions avec les équipes qualité de si on l'a, si on l'obtient, on a un financement en plus, pourquoi on le redistribuerait pas, puisque c'était du plus. 2016, on a changé un peu la façon d'appréhender les choses, puisque effectivement, donc pour répondre à la question, c'est un compartiment de financement de l'établissement. Hein. Donc c'est pas de l'argent en plus, ça sert à financer l'établissement. Puisque vous savez que dans les discussions de financement, et c'est encore plus prégnant avec la situation sanitaire et le fait qu'on soit tous en garantie de financement, on n'est plus financé par notre activité, par la T2A, on a une dotation qui nous finance. Et donc les perspectives qu'on dessine, c'est de dire finalement à un moment donné, il y a une part activité, il y a peut-être une part dotation et il y a une part financement qualité. Et donc il y a déjà commencé avec l'IFAC. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir dans les discussions et dans la définition de la stratégie qu'on peut avoir dans un établissement. Puisque, effectivement, quand on va préparer ce qu'on appelle notre PRD, notre budget, pour faire simple, eh bien, évidemment, il va y avoir la ligne IFAC, parce que la ligne IFAC, elle fait partie maintenant de la construction du budget. Donc, on va la suivre, on va regarder ce qui rentre ou ce qui rentre pas, ce qu'on a eu l'année précédente, comment on peut prévoir ce qu'on va avoir l'année suivante. Peut-être parce qu'on se sera amélioré et qu'on dit, bah, tiens, on aura peut-être un peu plus d'argent, ou on va dire, non, on va se stabiliser. Et donc, ça fait partie de la stratégie de construction du budget. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Après, je pense qu'on l'a vu au travers des différentes présentations, la volonté des différents organismes, pour dire de façon générale, que ce soit l'HAS, l'assurance maladie, l'ARS, c'est évidemment de trouver des leviers pour faire progresser et que les établissements puissent aussi l'utiliser à leur niveau. Donc ça, c'est encore une autre approche, sachant que le dispositif est quand même très complexe. Donc, par exemple, dans la présentation, on a dit... bon, il y a les IQSS. Finalement, un morceau des IQSS, je fais simple, hein, je dis les choses simplement. Une partie des IQSS, c'est de l'IFAC. Mais attention, il y a un autre financement à la qualité, puisque vous voyez que sur le dispositif dotation populationnelle, réforme du financement des urgences, on remet de la qualité. Mais ce n'est pas vraiment de l'IFAC. Donc, autant vous dire qu'en établissement, ça, c'est trop compliqué. Nous, le discours qu'on essaie de tenir plutôt aux équipes, c'est de dire... Maintenant, il faut intégrer le fait qu'on a un financement à la qualité. Ça s'appelle IQSS, ça s'appelle IFAC, ça s'appelle dotation populationnelle. C'est pas grave.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie de mesurer par des indicateurs ce qu'on fait, que c'est comparé, que c'est vu nationalement et qu'en découle un financement. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et après, en stratégie de retombée pour les services, ça, c'est vraiment des choix de management interne à l'établissement, puisque c'est pas de l'argent en plus, c'est de l'argent qui finance le budget. Donc, le choix, je vais citer l'exemple de mon établissement, parce que ça permet d'illustrer un peu ce qu'on peut imaginer, c'est de dire, ben, on garde une politique d'intéressement, c'est-à-dire qu'on redistribue une part d'argent au pôle, puisque ça se fait au niveau du pôle, qui est à leur discrétion, ils vont l'utiliser. Alors, quelques règles, bien sûr, mais ils pourront choisir ce qu'ils vont utiliser. Et parmi les critères qui vont nous aider à distribuer cet argent, on prend une partie des IQSS ou une partie des IFAC, comme vous voulez, qui sont relevés par pôle pour pouvoir faire un intéressement au niveau du pôle. Puisque sinon, effectivement, c'est un peu général. Et souvent, les indicateurs du dossier patient, les IQSS, c'est un peu les indicateurs de tout le monde et de personne. Donc, il faut pouvoir les personnaliser au niveau du pôle pour qu'il y ait un impact. Donc, voilà, il faut faire un recueil un peu plus fin pour pouvoir redistribuer au titre de l'intéressement. Mais ce n'est pas parce que c'est de l'argent en plus, c'est parce que c'est un choix de politique avec la CME, avec le directoire, de redistribution en utilisant finalement comme le fait le niveau national, hein, en disant, voilà, on mesure la qualité, on voit l'évolution, on voit le résultat, et en fonction de ça, on vous donne un intéressement. Donc voilà comment on peut décliner une stratégie au sein d'un établissement de santé. Merci, merci Sophie. Patrice Barège, vous êtes responsable qualité à la clinique Sainte-Anne. Donc, comme vient de l'exposer Sophie, est-ce que vous pouvez aussi nous donner des exemples? Quel usage faites-vous de cette recette? Bien évidemment. Alors, donc, je vais parler au nom de la clinique Sainte-Anne dans laquelle je travaille, mais aussi des deux autres établissements girondins du groupe Saint-Gatien, à savoir la clinique Nivoli et la clinique Bordeaux-Tondu. Donc, au sein de nos établissements, les recettes générées par le dispositif IFAC sont intégrées au budget de l'établissement et affectées au financement de deux types d'actions, soit des projets d'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, soit des projets de modernisation des infrastructures. Donc, à titre d'exemple, je pourrais citer des actions de formation organisées en interne avec le déploiement sur plusieurs services de chambre des erreurs au bloc des erreurs, la mise en œuvre de projets innovants tels que la réalisation de vidéos sur la sensibilisation au thème de la bientraitance, des actions de formation. Alors, les adhérents du CK ont reconnu le projet Karma, du coup, mais petit clin d'œil. Et donc, en complément de ces actions, on a pu aussi mobiliser du personnel en faveur d'œuvres caritatives avec des campagnes de collecte, de dons, d'opérations de promotion de la santé auprès de populations fragiles. Donc, pour finir, dans ce type d'exemple, je peux citer une affectation de ces ressources à la contribution d'action RSE ou la mise en place de copiles QVT. Donc, je ne vais pas multiplier les exemples, je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert de toutes les actions qualité, gestion des risques qu'on mène dans l'établissement, mais c'est simplement du coup pour en fait illustrer la stratégie de valoriser ou de soutenir des projets qui peuvent contribuer au développement de la culture qualité ou à l'implication des professionnels dans la vie de l'établissement. Un autre type d'affectation de ces ressources, c'est la contribution à des projets d'amélioration ou de modernisation des infrastructures, que ce soit par le biais d'acquisition d'équipements médicaux, de rénovation mobilière et immobilière. Donc, ces financements, ils contribuent également donc, au déploiement ou quelquefois au parachèvement de modifications, de mise en place de nouveaux parcours de soins tels qu'ils ont été décidés par des groupes de travail ou des commissions au sein de l'établissement. Merci. Voulez-vous compléter, Madame Moreto, par rapport à votre établissement? Donc, vous êtes directrice de la clinique, nouvelle clinique Bel Air À Bordeaux. Oui, je vous rejoins complètement, mais effectivement, c'est l'amélioration du recueil, hein, mais pas que. Moi, par exemple, dans mon établissement, ça m'a permis d'acheter des petites tablettes pour les brancardiers pour faire le lien entre les équipes, faire des liens avec le DPI, justement, et favoriser une meilleure prise en charge du patient sur le parcours entre les services de soins et le bloc opératoire. Ça permet aussi de pouvoir prendre des alternants sur la partie qualité, pouvoir développer effectivement des formations.
Voilà, et tout le matériel, effectivement, qui est attaché dans les services ou dans le bloc. Mais c'est vraiment dans une logique d'améliorer le recueil pour améliorer la prise en charge. Vraiment. Merci. Donc Jean-Marc, je te proposais de rester à la table ronde pour nous parler de dans quelle mesure la communauté médicale est-elle impliquée dans le dispositif financier à la qualité. Donc on a vu les résultats présentés par Anne-Marie, où en effet la communication, l'information se faisait avec la CME. Donc, bien sûr, nous n'avons que 35 retours, mais quelle est ta position, ton avis sur la communauté médicale et son implication dans ce dispositif financier? Question complexe. Merci de me l'avoir posée. Ce qui est clair, c'est que si on a 35, c'est ça à peu près, répondants sur combien? C'est 500 établissements. C'est peut-être pas pour rien. C'est que ceux qui ont répondu, c'est ceux qui avaient mis peut-être des choses en place, des actions en place, et pas forcément les autres. Alors pourquoi je dis cela? C'est parce qu'effectivement, on a fait, il y a, je sais plus, avec les périodes de Covid, je m'y perds un peu, hein, avec la FHF, où on avait fait une enquête déjà, je pense c'était 2021, c'était pas 2020, au niveau des établissements, pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait de leurs IFAC. Et je crois que sur la Nouvelle-Aquitaine, on a vu 2 réponses d'établissements. Donc, ce qui veut dire que le sujet est loin d'être simple. Alors, en ce qui retourne un petit peu des médecins, il y a une chose déjà qui est importante. Je vois que la CME est mise à chaque fois à l'honneur. Merci pour elle. Mais c'est parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut expliquer à la CME ce que c'est que les IFAC. Parce que déjà, c'est un acronyme, déjà, il faut le comprendre. Et après, expliquer les conséquences. Et ça, c'est important. Et c'est important d'essayer de les faire adhérer. Parce que là, il y a quand même un sujet sur lequel il va falloir continuer. C'est qu'on a bien fait travailler les médecins sur la T2A, et ça, ils ont bien compris ce que c'était. Maintenant, il va falloir un petit peu rétropédaler et voir les choses un petit peu différemment. Et là encore, il y a du travail à faire. Et donc, pour revenir aux IFAC, là où ils sont utilisés, c'est quand ça fonctionne bien, c'est dans les pôles. Parce qu'effectivement, c'est au niveau des pôles qu'il y a effectivement une répartition des financements. Mais je serai très prudent pour dire que nous sommes dans le monde des bisounours et que ceci est utilisé en l'état. Je ne cache pas que j'ai milité au niveau de la conférence nationale qualité, au niveau de la FHF, et même là, une réunion de commune directeur et président de CME de CH, c'est qu'on essaie de sanctuariser ces financements parce que j'ai très peur qu'ils tombent dans un gouffre sans fin. Et parlons des choses qui fâchent, c'est qu'on est en garantie de financement, je ne sais pas jusqu'à quand, mais ça ne va pas durer jusqu'à le fût du canon, on est très clair. Et quand on fait des projections des situations financières à venir des établissements, ce n'est pas les résultats du ministère, ni les résultats que l'on voit des enquêtes que l'on voit sur APM. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même de faire en sorte que ça ne tombe pas quand même dans l'oubli. Les médecins, je pense, sont tout à fait prêts à y aller. Ils sont prêts à se mobiliser sur ces sujets. Ce n'est pas toujours facile, mais ils sont prêts à bouger. Mais moi, je maintiens quand même que l'utilisation des IFAC encore dans les établissements, à part dans certains établissements vertueux, peut-être les 30 qui ont répondu, ça reste quand même opaque. Et ce sera, à mon avis, d'autant plus opaque que dans les petits établissements qui toucheront moins. Je pense, que je fais une proportion, je peux me tromper. Hein. Tout de suite, là, je vais être très humble, mais j'ai peur qu'ils n'aient pas un retour sur investissement. Excusez-moi de faire le rabat-joie. Hein. La prochaine question, donc, c'est pour Madame Marie-Pierre Marion, directrice qualité risque pavillon de la mutualité. Qualité et financement vont-ils de pair avec un travail collaboratif entre les différentes directions d'un établissement?
Alors, je vais répondre sur le périmètre que je connais, c'est-à-dire sur le pavillon de la mutualité. Et donc, deux établissements NCO qui sont concernés. Je suis malheureusement un peu sur le même constat que M. Foucheux et qu'on a vu dans les commentaires de l'enquête. C'est vrai que il n'y a pas forcément de règles d'utilisation de ces enveloppes allouées qui sont clairement définies et encore moins clairement communiquées, malgré les efforts de communication et de pédagogie et de rémunération à l'indicateur pour simplifier un peu tout ça. Mais le seul point que je trouve positif, c'est le poids que viennent apporter aux IFAC les autres modèles de financement. Je pense que ça permet surtout un levier dans le pilotage de différents sites sur la réactivité à obtenir des consensus et du travail collaboratif pour atteindre ces cibles et financements. Et je suis beaucoup plus mitigée sur l'aspect positif et la plus-value sur le collectif de terrain, où je ne pense pas que ce soit un argument motivant nos professionnels de terrain. C'est encore très opaque, pas que pour les CME. Et je pense que aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je m'attache plus à mettre tous ces indicateurs un petit peu, même si je sais que dans le top management et le pilotage, on va s'attacher à prioriser ceux qui peuvent effectivement nous aider sur des dotations, mais on va plutôt s'attacher à parler d'une approche qualité, sécurité des soins globale sur le terrain et ne pas, pour garder, donner du sens, voilà, et pas du tout parler d'axes de priorisation de travail et de travail collectif à prioriser parce que financement. Aujourd'hui, malheureusement, on en est encore là en 2022, à mon sens. Merci. Sophie, par rapport à votre intervention tout à l'heure, donc vous avez bien précisé votre stratégie, c'est un compartiment pour vous. En tant que directeur des affaires financières, vous portez donc vous, souvent on parle IFAC, IQSS, direction qualité, mais vous portez en tant que directeur des affaires financières un intérêt à l'IQSS. Donc on a un petit peu entendu les propos aussi très prudents de Jean-Marc sur les financements des hôpitaux. Donc voilà, vous en tant que directeur des affaires financières, vous n'avez pas parlé au titre des autres, mais voilà, votre intérêt, et parce que souvent on a vu la montée en charge du montant du financement national, est-ce qu'il y a ce retour dans les établissements de cette visibilité de ce financement? Et puis surtout, quel levier, vous avez évoqué tout à l'heure les financements par pôle, mais quel autre levier pour vous serait-il pertinent de mettre en œuvre pour développer cette stratégie de financement par la qualité? Alors, je reprends par rapport un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est un compartiment de financement, donc ce qui explique qu'on ne va pas pouvoir le sanctuariser, puisque finalement, maintenant, ça fait partie du financement pour le fonctionnement des établissements. Donc, c'est une partie du financement. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est dans le PRD, c'est dans le budget, que c'est projeté. Donc, on est conduit à s'y intéresser quand on est directeur des affaires financières, même si on n'agit pas directement sur la démarche qui est mise en œuvre pour améliorer ces indicateurs. Par contre, on les suit. Et déjà, en termes de complexité, ça a été un peu dit sur comment le top management se positionne par rapport à ces indicateurs. Donc, effectivement, déjà, il faut être capable d'expliquer au chef d'établissement, au président de la CME, de quoi il en retourne. Donc, à la fois sur la nature des indicateurs, mais c'est vrai qu'avec la démarche de certification et l'antériorité quand même de recueil des IQSS, je pense que voilà, sur les indicateurs, cette notion d'indicateur qualité, de relevé, les choses sont à peu près comprises. Maintenant, comment
s'y accroche le financement. C'est un peu plus complexe. Je vous avoue que pour pouvoir expliquer à notre chef d'établissement le montant qu'on avait prévu, le montant qu'on a reçu, et est-ce qu'on aurait pu recevoir plus, c'est-à-dire est-ce qu'on a été suffisamment bon sur les résultats. Bon, on s'y est mis à deux avec ma collègue qualité pour décortiquer et pour pouvoir expliquer, d'autant qu'on était dans une période un peu particulière avec un périmètre réduit, avec voilà, des éléments aussi de préoccupation financière des autorités nationales pour les établissements. Donc l'idée aussi qu'on ne souhaitait pas non plus dégrader trop ce compartiment de financement, parce que le fait qu'on ait choisi que ce soit un compartiment, ça veut dire qu'effectivement, ça fait partie du budget. Et donc, ça a été un peu dit dans le questionnaire. Si une année, vos résultats sont moins bons, si le niveau d'exigence monte et que vous n'arrivez pas à suivre, vous allez avoir moins d'argent. Et si vous êtes en plus en difficulté, ben voilà, on majore la difficulté. Donc ça, c'est aussi une logique importante à intégrer. C'est-à-dire que si on redescend ou si on n'arrive pas à suivre la montée des exigences, puisqu'on voit qu'au fur et à mesure, les exigences peuvent monter, ben, effectivement, c'est une perte financière. Encore une fois, c'est pas de l'argent en plus. Ça fait partie du financement et du budget. C'est un morceau du budget. Donc, ce morceau du budget, du coup, d'un point de vue purement financier, on va s'attacher à essayer de le maintenir, voire à le faire progresser. Et donc, effectivement, c'est un levier aussi pour le management et les équipes de direction. Donc, je rebondirai sur ce qui a été dit sur le numérique, par exemple. C'est vrai que le fait que ces indicateurs-là soient dans l'IFAC, il est certain que ça va améliorer, enfin, ça va pousser les établissements à améliorer cette partie-là, à faire en sorte que leur dossier patient informatisé, que leurs prestataires informatiques, que leur système d'information en général, leurs infrastructures permettent, par exemple, la transmission dans le DMP. Ça, je pense que ça va avoir un effet de levier direct. Alors après, on peut discuter parce qu'on va améliorer le tuyau. Et le fait que les choses passent dans le tuyau, après, évidemment, il faut regarder ce qui se passe dans le tuyau et qu'est-ce qui sort en termes de qualité. Mais bon, déjà, la base, c'est qu'on ait les bons tuyaux et que ça passe. Donc, on va déjà faire ça. Et après, effectivement, il faudra aller regarder le fond. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça c'est un vrai levier pour changer un peu les choses, au moins sur la partie technique. Et après, il faudra se pencher sur la qualité. Une question dans la salle. Bonjour, moi j'ai une vision large publique et privée puisque je suis directrice des soins honoraires. Je travaille actuellement dans le privé et je suis expert visiteur HAS. Donc, et j'écoute avec beaucoup d'intérêt Madame Zamaron parce que est-ce que au final, une fois qu'on a mis ce bloc qui fait partie de l'EPRD, une fois qu'on a essayé de investir tout le monde et expliquer auprès de tout le monde l'intérêt de ces indicateurs, eh bien, moi, je vais revenir aux patients. Est-ce que si à un moment, le budget se dégrade parce que l'activité n'est pas au rendez-vous ou parce qu'on n'a pas le même niveau de qualité attendu, est-ce qu'on n'aura pas un impact sur l'offre de soins? Parce qu'il faudra peut-être fermer un service, diminuer une activité quelque part. Je ne sais pas. C'est au cours de cet échange que je reviens aux patients. Je peux peut-être répondre. En tout cas, alors je ne dis pas qu'on a la solution à tout, loin s'en faut, mais je rebondis aussi sur une des remarques, si on est moins bon, on fait comment? Un établissement qui s'est exprimé. Donc, juste dire, alors c'est des indicateurs, on en pense qu'on en veut. Effectivement, il faut qu'ils aient du sens. S'ils n'ont pas de sens, voilà. Mais quand même, ils existent. Moi, je trouve que beaucoup ont du sens. En tant que médecin, sincèrement, sur un parcours de soins, je trouve qu'ils ont du sens. Après, encore faut-il que les équipes le comprennent. Et je comprends toute la logique financière qu'il y a derrière. Hein, c'est compliqué. Si on ne réussit pas, on n'a pas de sous. Si on n'a pas de sous, est-ce qu'on va fermer le service? Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire en ARS Nouvelle-Aquitaine? Encore une fois, on n'a pas la prétention de sauver le monde, hein, loin s'en faut. Néanmoins, on en a vraiment fait une ultra priorité. L'IFAC a bougé, on a bougé avec l'IFAC. C'est dans notre feuille de route régionale qui se construit avec le plan régional de santé.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On suit les indicateurs sur les tableaux de bord. Voilà, c'est pas compliqué, sauf qu'il faut le mettre en route pour l'ensemble des établissements. Voilà, donc on a des équipes dédiées qui sont vraiment des férus de tout ça. Et moi, je les salue d'ailleurs. Et ensuite, on fait pareil pour la certification HAS. On suit aussi, parce qu'on a aussi des établissements qui s'en sortent pas. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'identifier ceux qui ont un axe de progression, les moins bons, qui se sont inquiétés tout à l'heure dans le sondage qui a été fait par le CK, et de travailler avec eux, soit de les former via le CK, qui propose des journées de formation pour inciter à et pour mieux travailler, soit on a aussi créé des communautés de pratique, ça c'est mon pôle performance qui gère ça. Quand on a un établissement qui est vertueux sur certains indicateurs, il sera beaucoup plus influent que moi, ARS Nouvelle-Aquitaine, d'intervenir auprès de l'établissement qui n'est pas vertueux pour essayer d'échanger et de trouver des solutions ensemble. Et ça marche bien. Voilà, parce qu'ils ne sont pas en donneur de leçons, ils sont en partage de performance. Une grosse nuance. Voilà, c'est une idée que l'on développe. Je ne dis pas qu'elle se suffit, mais le CK est très présent aussi sur ces sujets-là. Et c'est sûr qu'on verra aussi, en fonction de l'évolution de cet IFAC, comment on peut progresser. Mais c'est compliqué. En tout cas, il faut que ces indicateurs, on arrive à leur donner du sens. Si on n'y arrive pas, ça ne marchera pas, selon moi. Merci. Oui, Madame Marion, à l'échelle d'un groupe d'établissements, ces dispositifs sont-ils des outils de renforcement des coopérations et de quelle manière? Alors déjà, au niveau de la méthode, forcément, ça incite à la mutualisation parce que, comme tous les services qualité peuvent être aussi impactés par une charge de travail et peut-être un sous-dimensionnement par moment dans des périodes un peu chaudes, comme le recueil des IQSS, par exemple. Donc, oui, la mutualisation des méthodes et le travail coopératif entre équipes qualité sur les différents établissements, forcément, c'est un levier à l'occasion de ces outils, enfin de travailler sur ces outils. Je pense que dans un groupe d'établissements, puisqu'on est aussi donc 2 cliniques en région, mais on est aussi entité membre du groupe Vive 3 au niveau national. Donc pour l'avoir vécu dans ce sens-là, je pense que ces outils sont aussi l'occasion de mutualiser et d'échanger beaucoup plus avec une autre dimension de groupe, avec des plans de convergence, notamment sur les politiques qualité gestion des risques qui se structurent au fil des années. Et qui intègrent bien évidemment ces objectifs de qualité à travers les IFAC et les autres modèles de financement à la qualité. Du coup, tout ceci génère une espèce de ruche, d'échange, de benchmark. Et je pense que c'est comme ça aussi que nous, on arrivera à donner plus de sens sur le terrain si on le retrouve aussi, parce que je vous avoue que par moments, on s'épuise un peu. Voilà, donc je pense que c'est aussi dans des modèles de convergence structurés. Et finalement, est-ce que la solution, c'est pas aussi de manière simultanée et progressive d'arriver à échanger au sein d'un groupe en coopération, mais peut-être aussi en compétition pour animer un petit peu tout ça et que ça ravive un peu les volontés de terrain. Voilà. Merci. Jean-Marc, je vais encore un peu plus loin là maintenant. C'est pas sur l'implication de la communauté médicale, mais sur les résultats des IQSS. Pour toi, alors tu as une casquette de directeur aussi qualité, président de CME et directeur qualité. Ces résultats d'IQSS, pour toi, sont-ils un levier d'amélioration des pratiques? Tout de même, je vais rajouter. Il ne faut pas dire tout de même. La réponse, ça va être oui tout de suite. Parce qu'en fait, bon, OK, on envoie les documents à la chaise, mais il n'y a pas que ça. Je vais dire, nous, on a fini notre recueil.
ces indicateurs, ils ont été présentés en CME et, et nous, on les affiche par pôle, même par service. Ils ont dans chaque service un tableau de service dans lequel ils ont un tableau d'indicateurs avec tous ces éléments-là et avec indiscutablement des réflexions à avoir. D'abord positives, parce que quand vous avez des indicateurs comparativement au précédent, c'est important aussi de valoriser les équipes par rapport à ce qui a été fait, parce que on parle toujours du négatif, mais à un moment donné, il faut parler du positif. Et après, quand il y a des choses qui dysfonctionnent, c'est de voir, de tirer rapidement des plans d'action. Bon, j'en cite un qui est tout bête, donc je peux le dire, c'est la lettre de sortie. Tiens, sujet. On a un sujet sur lequel, on n'a pas forcément été bon parce que, suivant je reprends mon infirmière spécialisée des IQSS, il y a dans la lettre sortie, il n'y avait pas forcément soit le traitement de sortie, soit l'élément confère par ordonnance. À l'ordonnance. C'est un truc tout couillon. Il suffit de l'avoir une organisation, je dirais même, quand vous faites des formulaires, que vous faites des recueils informatisés avec en plus une ordonnance de sortie qui est informatisée, qui correspond à tous les critères nécessaires. Ça veut dire que ça, vous pouvez faire rapidement des plans d'action informatiques pour gérer le problème. Voilà, c'est là, oui, je pense que c'est important et de valoriser tous ces éléments-là. Oui, enfin, ça, je pense que c'est indiscutablement des éléments d'amélioration et on voit bien que, je vais parler encore de mon établissement, on voit par rapport à ce qui était l'établissement et là où ils sont, il y a honnêtement une nette amélioration. On recueille d'autres indicateurs. Alors moi, la prudence que je mettrais dans le recueil après des indicateurs, parfois, ça peut être le poids, ça peut être le Braden, ça peut être les indicateurs douleur, hein, et tout l'autre. C'est là où il faut quand même faire très attention et avoir quand même des grosses discussions avec le système d'info et le DIM, c'est comment requêter les informations et où est-ce qu'il faut les chercher. Je peux vous dire qu'on a passé 6 mois auparavant pour tout redémonter et revoir toutes les requêtes. Là aussi, il faut être quand même avoir une très grosse esprit critique sur ces éléments-là. Voilà. Mais oui, et je peux vous dire que là-dessus, je me permettrai de dire juste pour terminer, il ne faut pas que ça se limite à une présentation en CME. Hein. Là, il faut que ça soit fait au niveau de l'encadrement et aussi parce que là, c'est important. C'est du temps. Puis ça montre il faut valoriser les équipes. Et quand on parle financièrement, puisque je ne serais pas d'accord avec Sophie Zamor, on ne pourra pas être d'accord, même si je la comprends. D'ailleurs, je ne veux pas critiquer sa position, je comprends largement sa position. Mais il faut quand même qu'on ait cette action de valorisation des équipes. Bon, je redis quand même qu'on distribue un intéressement sur les indicateurs qualité. Donc, on fait un retour sur l'amélioration des indicateurs qualité au pôle. Voilà. Et ça, c'est un choix fort quand même. Oui, non, mais c'est un choix fort et félicitations, hein, je le maintiens. Je critiquais pas Sophie, je critiquais pas la position de l'hôpital de Libourne. Non, merci, je connais bien le directeur, je connais bien le président de CME. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je dirais dans une position financière, on voit bien que déjà, effectivement, les IFAC sont intégrés dans le budget et que, suivant effectivement le choix du top management, il va être redirigé ou pas. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas dans mon esprit simplet, je veux dire, de moi-même, de dire on va automatiquement le flécher sur une politique d'amélioration des soins au sens large, on va dire. Voilà. Oui. Le fait que ça soit dans le budget, c'est pas un choix d'un directeur des affaires financières, c'est le dispositif qui le prévoit comme ça. Voilà. Moi, je voulais juste, si vous me permettez, bonjour, poser une question, mais très naïve sans doute et peut-être pas. J'avoue que je ne comprends pas. C'est-à-dire que depuis que j'écoute, à part pour Libourne en l'occurrence, est-ce à dire que depuis 2016, dans les différents établissements, voire les différentes maisons, il n'y a pas de politique définie d'application de l'utilisation
des financements liés à l'IFAC dans les établissements? Non, parce que quand on vous écoute, on a l'impression, enfin c'est une impression, hein, qu'en fait, il y a cet argent-là, mais il n'y a pas de politique définie, de répartition, même d'usage, comme si c'était quelque chose qui était Alors, très passif. Mais je peux me pense qu'il y tromper. a peut-être une politique définie, mais qui n'est pas forcément communiquée. Et que dans les préoccupations ces dernières années, en tout cas pour ma partie, des établissements, on était plus sur essayer de gérer l'équilibre financier des établissements et donc le budget associé que, donc là, on n'est plus dans une dotation complémentaire, hein, là, clairement, que de se préoccuper précisément dans quel fléchage de ligne sur tel service ou tel pôle on va réinjecter cette dotation. Et je pense que les 2 ans qu'on vient de passer n'ont pas été favorisantes. Ils nous ont un peu coupé dans notre élan et velléité d'inscrire ça un peu dans le marbre et dans nos politiques d'établissement. Oui, je suis d'accord. Je parlais pour les hôpitaux publics, comme ça, je dirais même, comme dirait Tintin, même plus. Je crois qu'on on n'a pas de recul de politique qui soit institutionnelle et qui soit identique dans chaque établissement. Et donc, ce qui veut dire qu'il y en a qui doivent le faire avec plus ou moins, à quelle échelle, je ne sais pas, ça dépend du top management. Dans d'autres, on peut se poser les questions. Je ne le dirai pas, mais je sais très bien que dans certains établissements, il n'y a pas de ventilation IFAC de qualité. Il faut être franc. On ne va pas se dire les choses. C'est vrai que, comme ce qui a été dit, c'est que les établissements ont tous vécu, publics et privés, la crise Covid qui a un peu déstabilisé et chamboulé un petit peu les modalités de financement. Il y a eu aussi probablement une perte de lisibilité parce qu'effectivement, les garanties de financement a fait que peut-être aussi cette notion d'IFAC aussi d'intérêt de s'engager sur ces démarches a peut-être mis dans un deuxième plan. Il y a, je vous le rappelle, les 2 problématiques, hein. Il y a à la fois le Covid et aussi tout ce que l'on a vécu par manque de soignants, hein. On a quand même aussi la garantie de financement et fait que je parlais de tous les hôpitaux. Enfin, je sortais que un cité qu'un parce que ça a été tellement public, c'est le CHU de Bordeaux avec 500 lits fermés. Voilà, je crois que c'est ces éléments-là. Et puis après, voilà, on sait, on est sur des situations sur lesquelles il va falloir avoir une action incitative et une action incitative au niveau du top management pour avoir des démarches vertueuses pour améliorer, montrer l'intérêt de s'impliquer dans cette amélioration. Et quand vous mettez 10 sous, vous pouvez en récupérer 100 à l'arrivée. Je crois que c'est ça aussi, il faut montrer. Et puis on oublie une chose à un moment donné, moi c'est ce qui m'agace à un moment donné, c'est que ces 2 politiques d'amélioration, c'est OK, c'est un intérêt financier, mais c'est aussi l'intérêt de la prise en charge d'un patient. Hein. Parce qu'à l'arrivée, ce qu'on nous demande, c'est quand même aussi ça. Si je peux juste rajouter sur la partie privée, c'est la même chose. Je vous rejoins entièrement. On est effectivement sur un financement, mais avec une sortie de 2 ans un peu compliquée. C'est un peu difficile, la répartition est un peu compliquée. Et par contre, je reviens complètement sur la prise en charge du patient, bien sûr. Mais c'est vrai que dans la mesure où ça fait partie aujourd'hui presque organiquement du financement de l'établissement, c'est vrai que la manière dont on va l'utiliser va être, y compris pour ce que vous souligniez tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui dit que les unités qui sont en difficulté doivent être aidées, par exemple, pour essayer d'évoluer, enfin, on peut faire les choses de différentes manières d'ailleurs, qu'importe, mais ça veut dire qu'effectivement, à un moment, comme vous le soulignez, il faut définir des lignes. Et donc, cette définition de politique-là, il va falloir probablement, certainement la faire, parce que c'est quelque chose qui va s'inscrire très, très organiquement dans le futur, quoi. Donc, OK. Mais en tout cas, merci parce que c'est effectivement assez éclairant les réponses que vous avez données. Merci beaucoup. Et nous avons presque terminé encore 2 questions, peut-être pas forcément faciles, hein, Monsieur Barège, avec tout ce que l'on vient de dire, la stratégie de communication sur les résultats et le montant de l'IFAC perçu, ça se passe comment dans votre clinique? Alors, déjà, on est soumis à des obligations de communication, que ce soit auprès des usagers, des patients. Donc, les médias, pour le faire, divergent
d'un établissement à l'autre, qu'on est sur des communications par voie d'affichage, des diffusions, etc. Ou alors auprès des professionnels, soit par le biais de journal interne ou du logiciel qualité. Alors pour le reste, nous communiquons ces données là où elles sont utiles, c'est-à-dire que c'est des données qui viennent alimenter le travail d'instance ou de groupe de travail. Le but est double, ça permet d'évaluer pour chaque instance en fonction de son périmètre son niveau de performance et puis aussi d'apprécier l'efficacité d'actions d'amélioration qui ont pu être conduites ou en cours d'année ou depuis le dernier recueil. Pour ça, nous, il y a 2 indicateurs sur lesquels on s'appuie tout particulièrement, c'est les ICCHA et puis c'est aussi les résultats d'ISATIS qui, de par toutes les dimensions qui sont traitées, en fait, apportent énormément d'informations, alors avec un petit décalage quand même, mais sur les actions qui sont conduites. On a pu valoriser comme ça des actions de bientraitance, sur tous les items qui avaient trait à la relation avec les soignants, à la relation avec les médecins. On pouvait voir l'efficacité d'actions de formation ou de sensibilisation menées auprès des professionnels, des changements de tenue, des choses comme ça. Voilà, c'est des choses dont on peut mesurer l'impact sur la prise en charge des patients au fil de l'eau. Et je dirais même plus que les indicateurs de recueil du dossier du patient, où là on est souvent sur des décalages, on en est de moins 1, enfin bon, tout ça a été dit auparavant. Donc, malgré tous nos efforts de communication, néanmoins, le constat il est le même au niveau des 3 établissements. C'est que la communication et l'appropriation de ces résultats, leur compréhension par les professionnels, ça reste un axe de progrès pour nos établissements. Donc, ce qu'on prévoit de faire, c'est que prochainement, on va essayer de se lancer, ça fait un moment qu'on est en projet, mais sur des évaluations à fréquence infra-annuelle pour donner des points de repère, des points de progrès aux équipes sur le recueil de ces indicateurs et d'assurer un meilleur pilotage en fait de la mise en œuvre des progrès réalisés. Concernant le montant réellement de l'IFAC, alors à Clinique Sainte-Anne, on parle d'un montant qui est de l'ordre de 0,7% du chiffre d'affaires annuel. Voilà. Donc, il n'y a pas de communication en tant que telle sur le montant perçu, mais on communique plutôt sur ce qu'on a perçu par rapport à ce qu'on aurait pu percevoir. Voilà, c'est plus sur les écarts en fait qu'on communique et il n'y a pas de vraie communication sur le montant. Et ces données-là, elles sont communiquées donc aux instances de pilotage, à savoir le comité directeur, la CME et puis le conseil de surveillance. De cette réponse détaillée. Toujours sur les résultats, et pour terminer cette table ronde avec le docteur Percosta, toujours sur les résultats, hein, donc l'ARS, vous avez un petit peu déjà évoqué dès l'introduction, sur la mobilisation et l'exploitation des résultats de ces indicateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et puis donc je rajouterai une question aussi par rapport à ce qui nous avait été évoqué dans les chats que je vous ai mentionné sur cette notion de contrôle externe attendu. Ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Nous, en ARS Nouvelle-Aquitaine, on en a fait une ultra priorité de pouvoir accompagner les établissements et publics privés qui sont donc dans cette dynamique qui est complexe, on l'a bien compris, au travers de tableaux de bord, de suivi de ces indicateurs par établissement et de revenir vers ceux directement ou indirectement qui sont pas dans les clous, si je puis dire. Hein. Vous comprenez ce que j'évoque. Toujours en soutien, hein. On n'est pas là en juge, même si au bout du bout, bien sûr, ce qui sera alloué sera fonction du taux d'atteinte des indicateurs, on l'a bien compris. Et on fait la même chose pour la certification HAS. On ne lâche pas quelqu'un au milieu du gué, hein. S'il n'y arrive pas, au bout d'une fois, 2 fois, on appuie, que ce soit encore une fois en leur proposant des formations, ou que ce soit encore une fois en faisant des groupes de parangonnage et de benchmark, comme ça a été évoqué, parce que ça marche très fort. Voilà, essentiellement comment nous fonctionnons. Et puis pour rebondir sur quelqu'un qui ne va pas en établissement, qui n'atteint pas du tout, est-ce qu'il y a des contrôles externes? Alors, ce n'est pas un contrôle externe, mais au travers de ce que j'évoque, si les indicateurs, le taux d'atteinte n'est pas au rendez-vous, ben, on va proposer un appui, un soutien vers cet établissement-là. Ce n'est pas un contrôle externe. Moi, je préfère le tourner côté positif, on vient vous accompagner, on a mesuré que vous étiez en difficulté et on a un certain savoir-faire et on peut vous proposer de progresser. On est vraiment dans cette dynamique-là. On ne tape pas sur les doigts des gens, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche. Parce que derrière, il y a un patient.
et que derrière, il y a de la santé, et que ces indicateurs, alors ils sont peut-être pas tous hyper vertueux, hein, et là, franchement, c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois quand même, hein, on va le dire, mais beaucoup ont du sens. Donc, nous, on capitalise sur ceux qui ont du sens en termes de santé. Voilà. Merci de ces précisions. Je crois qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes dans cette question posée dans le chat de contrôle. Bah, c'est vrai que sur les précédentes procédures d'allocation des IFAC, il y avait d'attendu cette démarche externe. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y avait des inquiétudes de reconduction. Mais donc vous êtes plutôt très rassurante, vous êtes plutôt dans l'accompagnement et le suivi. Non, un récidiviste qui récidive encore, on n'aura peut-être pas la même stratégie non plus, hein. On ne va pas lui offrir un bouquet de fleurs. Voilà, comprenez bien. Très bien. Écoutez, je remercie les participants à cette table ronde. Je pense qu'on est allé de la stratégie jusqu'au résultat dans l'appropriation de ces dispositifs, on l'a compris, complexes et qui posent questionnement. Moi, je vais proposer à nos invités, hein, le ministère, l'HAS, l'assurance maladie, de nous rejoindre et de nous proposer la conclusion, enfin le mot, la conclusion non, mais le mot de fin. Le mot de fin. Rejoignez-nous. Voilà, le mot de la fin. C'est juste pour, voilà, pour vous remercier de votre participation, de votre venue et ne pas vous laisser repartir comme ça. Allez. Bon. Alors, merci pour cet après-midi. Merci pour toutes les présentations. Je trouve que c'est bien que le ministère, la CNAM, la HAS, on ait pu vous proposer et vous présenter en fait un peu tout l'arsenal. Et puis, surtout, dans la deuxième partie, pouvoir échanger avec vous, voir ce qui se fait dans votre région. C'est toujours très apprenant. Moi, j'ai appris effectivement beaucoup de choses. Ce qui est certain, dans ce qu'on entend, c'est vrai que le sujet sur la table ronde est autour de l'IFAC. Faut que tous, on garde en ligne de mire notre objectif. Notre objectif, c'est le patient. Du coup, c'est l'amélioration de sa prise en charge. Et donc, c'est toujours mettre du sens à tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est vraiment ce que vous avez dit plusieurs fois. Il me semble, j'ai aussi été présidente de CME dans ma vie antérieure, qu'impliquer, et ça vous l'avez demandé pas mal, impliquer les présidents de CME qui ont dans leur mission de toute façon la qualité. Il me semble que c'est important que ça remonte aussi au niveau national, au niveau ministériel, à notre niveau, au niveau de la HAS. C'est vrai que les présidents de CME font partie de nos groupes de travail et donc du CCQSS. Mais je pense que ça, c'est important. Le deuxième point que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est IFAC, c'est un compartiment. Les établissements, et j'ai beaucoup apprécié en fait d'entendre que il y a une politique dans certains établissements, malheureusement pas dans beaucoup, une politique de redistribution entre guillemets, et je pense que ça aidera certainement, ça va aider à augmenter en fait la qualité. Donc je ne pourrais qu'encourager en fait à avoir de définir une politique quand elle n'est pas définie et surtout qu'elle soit transparente et que l'ensemble des professionnels de santé sachent de quoi est fait ce financement.
Et ça aidera certainement aussi à pouvoir relever les indicateurs et puis on sait un peu vers quoi on s'embarque. Et encore une fois, pour nos patients. Et donc, je remercie aussi les ARS avec qui on travaille au quotidien et on entend aussi que ce n'est pas une vision négative, une vision d'accompagnement. Et pour les différents secteurs de l'HAS, on travaille bien sûr le plus possible main dans la main. Donc, merci pour cet échange et vous savez que l'HAS, on continuera dans cette voie-là pour les années à venir. Oui, Catherine, par exemple. Parce que l'ordre n'était pas... Non, Enfin, je non, vais non, oublier l'ordre qui avait peut-être été écrit, mais j'ai oublié. Bon, merci beaucoup pour les échanges aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais garder comme mot de la fin, c'est finalement, vous avez beaucoup parlé de sens, ça me paraît extrêmement important, et rappeler le patient au centre des enjeux, mais revenir sur la question du parcours et le fait que eh bien, le patient, il passe sa vie, je n'ai pas dit son parcours, j'ai dit sa vie, à entrer et sortir des établissements le moins souvent possible, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui finissent leur vie sans avoir été à un moment dans un établissement de santé. Donc, c'est un enjeu collectif. On a tous, que ce soit les corps administratifs, les corps médicaux, les régulateurs, les opérateurs, on a tous le même objectif global. Et qu'on se perd dans des méandres techniques. Là, je trouve que c'était très informatif de voir les difficultés qu'on a pour qu'un financement IFAC fasse finalement l'effet qu'il a été prévu pour faire. Hein. Ce n'est pas plus que ça. Hein. C'est juste cet élément-là. Donc, garder de la hauteur, essayer de bénéficier de tous les alignements. Moi, il me semble qu'il y a quand même des alignements aujourd'hui entre le ministère et l'assurance maladie qui sont... L'assurance maladie est importante dans ce sujet-là parce qu'elle gère les opérations de la ville. Et donc, sans ça, on ne peut pas faire le lien. Donc, je pense qu'il faut vraiment bénéficier de ce lien. Évidemment, le soutien de la haute autorité qui a la vision parcours globale qui définit finalement comment doivent être pris en charge les patients, quel que soit l'acteur, c'est fondamental. J'ai peut-être une petite ambition pour les années à venir, si je peux me permettre, c'est qu'on voit bien que les structures administratives commencent à se parler davantage, à construire ensemble. Les professionnels de santé, les médecins, il y a peut-être un sujet sur les médecins de ville, les médecins hospitaliers, les CNP, finalement, on a des acteurs différents. Quand on parle au président de CME, on ne parle pas à l'équipe de soins spécialisés. Voilà, et peut-être réfléchir à travailler encore mieux ensemble sur le plan médical. Tout ça pour dire aussi que les enjeux d'alignement, ils sont à tous les niveaux et dans tous les corps. Merci beaucoup. Madame Rioux, on vous remercie encore d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre invitation et pour m'avoir donné ce petit sas de réflexion aussi sur la qualité au sein d'un amphi sans visio et en présentiel. C'est toujours très agréable. Hein. Moi, j'ai effectivement beaucoup aimé les présentations de mes collègues qui du coup dans leur structure sont assez complètes parce qu'on peut échanger et on le fait évidemment mais sur quelques sujets, le prochain IGT IFAC et autres, mais d'avoir aussi la vision un peu complète du travail de l'autre et de ses ambitions. C'est à la fois intéressant et c'est réconfortant au sens où il y a quand même encore une fois beaucoup de choses qui convergent, je pense, dans l'intention. On a tous nos contraintes, on a nos objectifs, on a tous nos contraintes. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Et évidemment, vous écoutez, alors déjà au niveau national, c'est toujours intéressant de voir que le dispositif IFAC est connu, pris, alors en tout cas, qu'il fait partie maintenant du paysage du fonctionnement des établissements de santé.
La discussion sur la façon dont on peut résoudre amélioration de qualité et financement est extrêmement intéressante pour nous, hein. Nous, on n'a pas la prétention, via IFAC, de porter tous les enjeux de qualité. Pour autant, ces dynamiques-là qui s'enclenchent, elles sont... alors, c'est pas au ministère forcément de les impulser, puisque ça a été dit, c'est de la politique interne d'établissement. En revanche, relayer ces initiatives-là, partager plus, comme c'était aussi notre intention avec les agences régionales de santé qui connaissent mieux les établissements et les enjeux territoriaux, c'est effectivement, je trouve, un bel axe de progression. Donc encore merci, et puis j'espère que des échanges dans cette configuration-là pourront être réorganisés. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose, Madame Percosta, un petit mot. En tout cas, vous remercie également de votre venue aujourd'hui et pendant toute cette année, hein, de ce travail de co-construction ensemble qu'on a pu mener et que l'on mène actuellement pour le prochain CEPOM. Merci, Madame. Et que nous allons continuer donc avec plaisir. Je serai très très brève. Je suis complètement raccord sur le décloisonnement qui devient juste indispensable. Et on l'a dit parce qu'un patient, il traverse toutes ces étapes-là, les structures publiques, les structures privées. Il est chez lui, il est en ville, il est à l'hôpital. Et on en souffre trop de ne pas avoir suffisamment phosphoré ensemble sur ces sujets-là. Voilà. Après, tout le reste a déjà été dit. Et moi, je remercie parce que franchement, c'était hyper intéressant et on a bien pu mesurer les problématiques de chacun, qu'on soit dans le financement, qu'on soit dans le portage de ces valeurs. Finalement, on les porte tous, sauf qu'on a un petit peu de mal à les mettre en musique au travers des différentes contraintes que l'on a décrites. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous en tout cas. Merci, un grand merci de vos participations. Donc, en effet, les supports des présentations seront mis prochainement sur le site du CECA. Nous avons l'accord des intervenantes. Et puis, on va faire le maximum pour faire un replay de cette journée. Merci.